à Lyon maintenant, mais j'habite. Salut Cédric. Salut, Seth. J'habite à Lyon maintenant, mais là je suis de passage à Paris en ce moment-là. D'accord. Yes. Yes. Olivier, t'as toujours des cheveux fabuleux, toi. T'as vu un peu? C'est vrai ça. Ouais, franchement. Alors ça bougera pas. Là, ça fait une semaine que j'ai des lunettes de vue. Ça, c'est la Ah, dégénérescence avec l'âge qui arrive. donc, Les donc, lunettes. tu n'es pas immortel, alors, en fin de compte. Not an Islander. On espère, hein. Peut-être que d'ici là, les biotech auront fait plein de progrès. Ah Mais il bah reste pas attends, beaucoup. avec Gabriel qui va se lancer dans le transhumanisme, tout est possible. Aïe, 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 aïe. Euh, bon, ben, on va attendre que tout le monde se connecte gentiment. Je dois avouer, je vais aller me faire un petit café. Je sors de 4 heures d'échange téléphonique. Donc, Café mérité. c'était chouette, c'était super chouette. C'était avec un membre de la communauté et un aspirant. Donc, il y a des super moments. Mais du coup, un petit café va faire du bien. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Et donc toi, Olivier, tu as un passif dans le trading, c'est ça? En tant que. Ouais, j'étais sales, mais du Ok. coup, sur les devises. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai fait ça pendant 17-18 ans. Ok. Beaucoup Wow. de devises, un peu de taux et principalement des devises. Ok. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est le temps de la reconversion. Ça, parce qu'au bout d'un moment, ils te font, tu sais, c'est un peu comme les footballeurs, quoi. On te dit que tu es trop vieux pour faire ce que tu fais. Et Ouais. puis, de toute façon, t'es cramé aussi par rapport à ce que tu fais. Ok. Yes. Mais tu as toujours un œil sur les cryptos, du coup. Bah, c'est un peu mon regret, tu vois. Je les ai vus naître parce que je Ouais. faisais du change, donc on a vraiment vu l'avènement de crypto avec, euh, avec un vrai projet, un peu un art derrière qui faisait du sens par rapport à la situation. Après, j'en ai pas fait et je me dis, bon, après, j'ai un œil plutôt très interrogateur depuis, ça fait presque un an, là, je suis dans la communauté. Et en fait, je comprends pas trop. Autant je comprenais au tout début, autant aujourd'hui, je comprends plus trop l'intérêt de ce truc-là. Enfin, Ok. d'où mon idée que ça va revenir tranquillement bien plus bas. Bon, et puis de dire aussi, tu vois, souvent je dis, je parle de la régulation, parce que je pense que de toute façon, les banques centrales ont même laissé faire n'importe quoi pendant 10 ans, et c'est pas logique ce qu'ils ont laissé Salut. faire, hein. Salut Fabien. Mais que ça va c'est juste, c'est un marché qui est en train d'expérimenter tout ce que les autres marchés ont expérimenté il y a 20, 30, 40 ans de toute façon. Ils n'inventent rien. Tu Ouais. vois, des boîtes qui font n'importe quoi, qui sont sous-collatéralisées, qui te répondent plus quand ça va plus. Enfin, c'est classique. Ouais. Mais c'est pour ça que les banques centrales ont mis des règles en place, parce que c'est déjà arrivé dans le passé. Yes. Ah, intéressant. Intéressant. C'est vrai que bon, la proposition de valeur est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Le Là, côté, pardon? la proposition de valeur, souveraineté de la monnaie, a peut-être plus d'intérêt aussi aujourd'hui par rapport à avant. À une époque où. Non, elle a toujours eu lieu, en fait. Tu sais, j'ai toujours les États, ils ont deux privilèges, hein, la violence et la monnaie. Ils ne laisseront pas passer la monnaie. Ouais. C'est vrai que. Mais là, ça va être fascinant. Là, les prochaines années sur tout ce qui est monétaire, Ah bah là, ça va être un. Ouais. Comme dirait Dalio, c'est un une nouvelle ère qui commence. ouais, on revient en fait à l'ancienne ère. On revient à des choses, on va revenir vers des choses un peu plus macro et un peu plus logiques. On arrête là de distribuer de l'argent gratuitement qui va se Ouais. déverser partout et n'importe quoi. Tu vois, dans les 2 derniers, hier, j'ai déjeuné avec une amie qui est VC à Paris et elle me dit, bon, bah, voilà, c'est fini là. Elle me dit d'ailleurs, maintenant, elle travaille avec un fonds, ils font les trophées des lions. Et il me dit, les licornes, en gros, les licornes, c'est fini, parce que les licornes, c'est bien beau, mais ça gagne pas une thune et tu fais envoler des valorisations sur du vent, en fait. Ouais. Et eux, ils font le trophée des lions parce qu'ils veulent que les lions, ça grandisse, mais que ça soit profitable dès le début, très vite. En fait. Il faut absolument que ça soit profitable. Ok. Ça, c'est marrant. Ouais. Il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer là-dessus.
Et là, je parlais avec mon pote qui est dans un hedge fund et on discutait du marché parce que je cherchais à lui vendre un appart. Et en ce moment, l'immobilier, c'est en train un peu de merdoyer. Ah, Et on intéressant ça. discutait on discutait de stratégie d'investissement, en fait. Et on disait, bah, le problème, ça merdoie parce qu'on est dans une nouvelle période de risque et que les gens, ils sont encore un peu dans l'émotion. Donc, ils n'ont pas appréhendé le risque réellement. Et tu vois, moi, en tant qu'agent immobilier, je dis à mes clients, je leur dis, j'espère que vous comprenez qu'il vaut mieux aujourd'hui emprunter à taux fixe à 20 ans à 3% quand vous allez avoir 7% d'inflation pendant des années, parce que l'inflation, ils ne vont pas la juguler du jour au lendemain, que d'emprunter avant à 1 quand vous aviez zéro d'inflation ou une inflation négative. C'est intéressant ça. Ok. Ah, je serais partant qu'on en reparle plus tard. Ça m'intéresse pas mal parce que l'immobilier, ouais, on en reparlera. Ça m'intéresse pas mal là, de savoir dans quelle direction, enfin, ce qu'il faut emprunter ou pas maintenant. Yes. Moi, je pense qu'il faut gaver de dettes. Yes. Salut Ok. Diana. Diana. Patrice qui se connecte. Bah écoute. Bon, avec 36, on lance. Hein. Patrice. Ouais, ça marche. Salut Patrice. Déjà, merci. Salut Patrice. Bonjour Patrice. Merci à toutes et à tous déjà d'être là. Merci à toi, surtout. Yes. Je suis en connexion. Alors, je suis en partage de co, mais je suis en 5G. Donc, a priori, la connexion est bonne. S'il y a des moments où ça lag, n'hésitez pas à me dire. Je verrai ce que je peux faire pour améliorer la connexion. Alors, avant de commencer, peut-être, est-ce que vous avez déjà expérimenté des solutions no-code ou là, c'est vraiment tout neuf. Là, c'est quoi votre rapport peut-être au no-code? Ouais, pour le coup, moi je m'y connais pas mal. C'est-à-dire que j'aime bien découvrir, de mon activité de CTO indépendant, tu vois, ça arrive souvent qu'on conseille des startups qui veulent démarrer ou qui veulent faire un proto de passer sur du no-code. Et j'ai un peu touché à du Bubble, à du Webflow, à du Integromat, des trucs comme ça, quoi. Ok, yes, très cool. Moi, ce que je vais vous présenter, il y a un peu de ça. C'est vrai que dans le low-code, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a la partie Integromat dont parlait Fabien, qui est plus, peut-être que vous avez entendu parler de Zapier aussi. C'est pour faire des relations de cause à effet. Donc, s'il se passe ça, alors je veux qu'il se passe ça. Et donc là, le no-code, effectivement, ça peut être très puissant pour faire des relations de cause à effet. Il y a la partie, on va dire, Webflow dont tu parlais aussi, Fabien, pour vraiment faire des sites vitrines. D'ailleurs, ma copine en ce moment fait son site vitrine avec une solution un peu similaire à Webflow qui s'appelle Squarespace. On s'est pas mal cassé les dents avec WordPress. Donc voilà, l'idée, c'est de tout simplement faire un site vitrine sans être développeur. Et moi, ce que je vais vous montrer là, c'est plus la partie, on va dire… alors, je vais vous présenter des LMS. Donc, LMS, hein, c'est Learning Management System, mais pas que. Et je vais vous montrer, enfin, vous expliquer un peu quel était mon cheminement par rapport aux différentes solutions no code pour arriver au résultat final qui est une application native pour iOS et pour Android. Qui a été faite sans développeur, juste en no code. Ce que je vous propose, c'est… Ouais. Yes. Une petite intervention sur la notion de no code, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu tu vas me dire, vous allez me dire, j'ai l'impression que c'est un nouveau terme à la mode, en fait, pour désigner des solutions qui existaient déjà depuis un bon bout de temps, parce que des constructeurs d'applications mobiles où tu fais tout en point and click, ça existe depuis déjà quelques années. De la même manière, des sites internet où tu fais tout en point and click, en site vitrine, ça existe aussi depuis un moment. Donc, est-ce que, enfin, tu vas, je pense, nous en parler, et moi, je suis particulièrement intéressé de ce que tu vas nous montrer. Mais est-ce qu'on a passé un palier, du coup, en termes de complexité que l'on peut, de typologie de projet que l'on peut réaliser via du no-code, et qui fait qu'aujourd'hui, on parle de no-code, ou est-ce que c'est du bullshit, quoi? C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas trop y répondre. Moi, ce qui m'a surtout agréablement interpellé, c'est le fait qu'aujourd'hui, on puisse faire des apps natives en no-code. Peut-être que ça existe depuis des années. Franchement, je ne saurais pas trop. Je ne m'étais pas intéressé avant. Je te confirme, déjà, ça existe depuis un moment, quoi. Je trouve Okay. que, je vais donner mon retour par rapport à ça. Je trouve que c'est de plus en plus facile
en fait accessible. C'est-à-dire qu'à une époque, ça existait peut-être déjà, mais tu avais une interface un peu toute pétée, du coup, fallait être technique pour le faire, enfin un peu technique, tu vois. Je parle d'applications, hein, pas juste de site vitrine, mais vraiment, vraiment d'applications avec de la complexité, des workflows, des appels à des API, des branchements comme ça. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Et je trouve, tu me diras ce que tu en penses, Gary, mais je trouve que n'importe qui peut en fait accéder pour même 30-50 euros par mois à une plateforme de no-code, quoi. Exactement. Bah, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que moi, la solution finale sur laquelle je me suis orienté, c'est vraiment une solution nouvelle qui s'appelle Adalo. Et pour le coup, là, c'est vraiment, ils ont simplifié à fond la possibilité de créer une app. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment zéro expérience en dev, juste en faisant du Lego, en faisant du drag and drop, peut créer son app native. Alors qu'effectivement, quand tu regardes les d'autres solutions qui existent depuis quelques années, c'est quand même plus complexe. Donc, il y a un peu de ça. Mais je pense que aussi, même quand on regarde le non no-code, hein, la partie développement, ce qui a été fait sur les dernières années, ça va dans le sens d'une simplification. Enfin, moi, la dernière boîte où j'ai bossé, donc l'app, c'était une app native qui a été faite avec React Native. Donc, en gros, je crois que c'est le framework de Facebook qui permet en fait de créer des apps mobiles iOS et Android, donc cross. Parce qu'avant, pour la petite histoire, hein, si je ne dis pas de bêtises, fallait créer, quand on voulait créer une app Apple, il fallait créer dans le langage d'Apple. Quand on voulait créer une app Android, il fallait créer dans le langage Android. Et du coup, il fallait créer deux apps différentes. Donc déjà, le fait d'avoir aujourd'hui la possibilité en dev de créer, sur un framework qui permet après de créer deux apps natives dans les deux plateformes, c'est déjà assez cool. Et et là, le no-code, ça va encore un peu plus loin, je vais vous montrer. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus, ça m'a l'air de plus en plus simple. Après, qui dit no-code dit standardisation. Donc, c'est-à-dire que on est très limité dans les fonctionnalités. Donc, on ne va pas créer, par exemple, une néobanque avec du no-code. C'est plus qu'on va faire des Tinder-like, des Uber-like pour des MVP. Un petit rappel, un MVP, donc Minimum Viable Product, vraiment qu'on veut tester une idée sans trop rentrer dans des fonctionnalités trop complexes, ça fait le taf. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, clairement. Ce que je vous propose, peut-être, c'est un peu vous expliquer le cheminement qui a été notre besoin à la base, parce que c'est une app que j'ai créée avec ma copine. Donc, quel a été un peu le cheminement pour arriver à ce résultat final et quelles sont les solutions au fur et à mesure vers lesquelles on s'est orienté. Donc, en fait, alors je vous présenterai après, je partagerai mon écran pour vous montrer un petit Notion. Mais l'idée déjà de base, c'est qu'on voulait créer, à la base, l'idée initiale, c'était de créer une app, ou même pas une app, juste de créer en fait une plateforme sur laquelle on aurait des vidéos, des tracks vidéo sur des sujets particuliers. Alors, est-ce que vous êtes peut-être familier de Masterclass? Masterclass, donc c'est une solution SaaS américaine sur laquelle vous avez les meilleurs dans leur domaine qui vous font une masterclass vidéo. Donc, par exemple, en échec, ça va être Gary Kasparov qui, avec une série de 15 vidéos, va vous montrer un peu les rudiments d'échecs. Pour l'acting, ça va être Samuel Jackson qui va vous montrer comment devenir un acteur. Pour le chant, ça va être Usher. Voilà. Et l'idée, ce qu'on voulait faire à la base, c'était un peu le masterclass, mais du développement personnel francophone. Donc, on a commencé à regarder des solutions qu'on appelle des LMS, donc des Learning Management Systems, parce que l'idée, c'était de dire, OK, on va prendre des intervenants, on va les filmer en train de faire leur masterclass et vidéo. Après, on va les montrer vidéo par vidéo sous la forme un peu de track vidéo comme masterclass. Alors là, je vais vous partager mon écran parce que du coup, on s'est orienté au fur et à mesure vers plusieurs solutions. Donc, est-ce que vous voyez bien mon Notion? Oui. Super. Donc, on est parti d'abord sur donc un LMS sans app mobile. Juste, voilà, l'idée, c'était d'avoir une app web. Donc, on a trouvé quelques solutions, notamment Podia, peut-être que vous connaissez, qui est assez connu, et Thinkific, qui l'est moins. Et alors là, déjà, c'est des plateformes avec des beaux visuels. Alors, je vais peut-être aller aussi… Alors, ce que je vais faire, pardon, c'est peut-être je vais partager mon écran comme ça. Si je veux partager des choses sur le web, je peux. Ça va être plus simple. Voilà. Donc, par exemple, je vais aller sur Thinkific.
pour vous montrer un peu des captures d'écran de ce à quoi ça ressemble. Le design était relativement sympa. Et donc, c'est vrai que quand vous voulez lancer une plateforme, par exemple, de formation avec plusieurs tracks vidéo ou même une seule, c'est vrai que l'outil s'y prête pas mal. Alors, je vais voir si je retrouve des tracks vidéo pour montrer. Bon, c'est pas grave, je vous posterai ça tout à l'heure. C'est pas important, mais l'idée, en tout cas, de base, notre besoin, c'était d'avoir un LMS sans app web. Et l'intérêt, du coup, c'est d'avoir un peu une plateforme clé en main sur laquelle, tout simplement, on peut uploader des vidéos et créer une ou plusieurs formations. L'inconvénient de ça, c'est que si on voulait en faire une app, il aurait fallu l'adapter en mobile. On n'était pas sûr de l'UX en mobile parce que l'UX en mobile n'était pas très bien. Et que si on crée une web app à partir de l'application, enfin de l'URL, entre guillemets, on n'est pas sûr que les apps mobiles, enfin que le iPhone, iOS et Android l'auraient accepté. Donc, on s'est tourné vers les LMS qui avaient une app iOS, Android compatible. On est tombé sur des solutions qui permettaient en fait d'avoir une app iOS Android, mais qui n'était pas brandée au nom de notre solution. Ça aurait été par exemple, donc on a trouvé deux solutions, Teachable et Kajabi. Et ces deux solutions-là, en fait, il fallait télécharger l'application de Teachable et Kajabi et dire, voilà, moi j'appartiens par exemple au domaine, à l'espace Gary Beneza, pour ensuite se connecter et avoir accès à toutes les ressources de Gary Beneza. Donc, c'était sympa parce qu'il y avait la partie web et la partie mobile, sauf que la partie mobile n'était pas customisable en termes de branding et qu'il fallait utiliser l'application de Teachable ou l'application de Kajabi. Donc, pour nous, c'était rédhibitoire. Est-ce que déjà, jusque-là, vous me suivez ou vous avez des questions peut-être? C'est clair? Super. Alors, du coup, on est tombé sur d'autres solutions, donc qui étaient toujours des LMS. On pouvait uploader nos vidéos et des audios, mais cette fois-ci avec des apps mobiles en white label, c'est-à-dire qu'on pouvait publier notre app iOS et notre app Android, mais avec notre nom à nous et pas utilisé par l'application de la solution initiale. Donc, on est tombé sur 3 solutions. Il y avait GuruKhan, Graphy et LearnWords. GuruKhan, alors les frais de setup étaient assez chers. Je crois qu'on était sur du 3 000 $, c'est ça. Graphy, c'était assez approximatif. Enfin, c'est une solution qui était indienne. Je sentais qu'il y avait des mini red flags qui montraient que la solution n'était pas vraiment fiable sur le moyen terme. Voilà, la plateforme n'était pas très bien polish, on va dire, où il y avait parfois des petites approximations qui rendaient la chose un peu pas très fiable. Et LearnWords, qui avait l'air très bien aussi. Donc, ces solutions-là, vraiment, semblaient très bien si on voulait proposer notre track vidéo sur web et sur mobile avec notre propre app mobile. Sauf qu'entre-temps, on a un peu pivoté au niveau de l'idée parce qu'on s'est dit, en fait, on est personne, on va aller convaincre des gens connus dans le domaine de faire des tracks vidéo pour nous alors qu'il n'y a pas de service. Donc, on s'est dit, bon, ce n'était pas le meilleur moyen d'adresser ce marché parce que voilà, pour tester en plus l'offre côté client, on n'est pas sûr que ça marcherait parce qu'en fait, OK, admettons qu'il y ait je sais pas, un Christophe André qui accepte de publier une track pour nous. C'est pas dit qu'il accepte après, qu'il y ait des clients qui acceptent de payer pour ça. Après, c'est beaucoup de marketing. Et il y a déjà une solution, par exemple, française qui existe pour ça, qui s'appelle Mentor Show. Et on s'est dit, par contre, avec ma copine, qu'on était tous les deux assez fans de respiration, qu'on consommait des techniques de respiration depuis longtemps, que ce soit la Wim Hof ou d'autres choses. Ma copine, pour la petite histoire, est prof de yoga. Et c'est vrai qu'elle s'est pas mal passionnée aussi pour la respiration. Et on s'est dit, finalement, pourquoi pas lancer une app mobile dédiée à la respiration où ce serait ma copine qui ferait des tracks audio, un peu comme Petit Bambou, Headspace ou Calm, qui sont plus ces solutions-là, pour le coup, axées sur la méditation. Mais là, ce serait vraiment dédié à la respiration. En gros, l'idée, c'est de faire le Petit Bambou de la respiration. Et donc là, changement de solution, parce qu'on s'est dit, OK, comment faire une app mobile en no-code, parce qu'on ne voulait pas passer par des développeurs. L'idée, c'est que ce soit un side project, cette application. C'était à la fois pour s'amuser et pour tester, un peu voir s'il y a un marché. Et on s'est dit, comment créer une app, tout simplement une app mobile, sans passer par un LMS. Parce que c'est vrai qu'avec les LMS, la grosse contrainte, finalement, c'est que c'est très standardisé et que pour le coup, voilà, la seule fonctionnalité qu'on peut mettre, c'est uploader des vidéos
et des audios pour avoir des tracks en mode formation. Donc, on s'est plutôt orienté vers des solutions no-code pour créer une app mobile, uniquement une app mobile et plus une web app, une app disponible sur le web. Alors, d'abord, on est tombé sur deux acteurs qui sont Bubble et Mighty Networks, qui font à peu près la même chose. Bubble, peut-être que vous le connaissez, c'est peut-être la solution no-code, une des plus connues, et pour le coup, qui marche vraiment très bien avec un bon niveau de customisation. Le problème de Bubble, c'est que ça ne permet pas de créer une app mobile. C'est vraiment pour créer une web app. Mais pour créer, par exemple, un Airbnb-like sur le web, Bubble, apparemment, c'est très, très bien. Et c'est vraiment une solution qui est quand même bien utilisée. On peut l'adapter sur mobile, hein, Bubble, mais c'est plus compliqué. Ça s'avère assez complexe qu'on a regardé et le résultat assez incertain. Mais en tout cas, l'intérêt des apps no-code, que ce soit Bubble ou les autres que je vais vous présenter, c'est vraiment, voilà, vous avez une idée en tête, vous pouvez partir vraiment de d'une feuille blanche pour créer votre application. Alors qu'avec les LMS que je vous ai présentés, vous êtes vraiment, entre guillemets, limité par la disposition UX et UI, donc la user experience et le design des solutions no-code que je vous ai montré auparavant, comme les Thinkific, Teachable, etc. Donc Bubble, on l'a un peu écarté tout de suite et on est allé sur les solutions no-code pour mobile, dédiées au mobile et qui permettaient justement de créer une app native. Donc, il y avait, quand je dis native, hein, c'est vraiment créer une app dédiée à iOS, créer une app directement dédiée à Android, qu'on peut uploader directement sur les deux plateformes. Et on est tombé sur pas mal d'acteurs pour le coup. Donc, il y a la liste ici. Je ne vais peut-être pas aller dans les détails parce que c'est peut-être pas hyper intéressant, mais donc, il y avait Adalo, celle qu'on a sélectionnée. Il y avait AppMaster, je reviendrai un petit peu là-dessus. Good Barber, qui était une solution française. AppGyver, qui avait l'air assez complexe. Toka, alors Good Barber, j'ai mis 2 fois, et d'autres. AppMaster, pour le coup, ce que j'avais bien aimé, mais on n'est pas allé là-dessus, c'est qu'on pouvait externaliser la base de données. Je vais vous montrer après, mais c'est vrai que ça a quand même son intérêt parce que dans la solution pour laquelle on a opté, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait quand même cette flexibilité, par exemple, de stocker la base de données sur AWS, ce qui est quand même un vrai plus. Et du coup, on est parti sur une solution qui s'appelle Adalo. L'intérêt de Adalo, quand même, c'est que déjà, ce n'est pas très cher. C'est à peu près $50 par mois. VS un dev, alors c'est marrant parce que j'ai un très très bon pote à moi qui, au même moment où j'ai commencé à développer du coup l'app sur Adalo, il a une cliente qui lui a demandé de développer un peu une app de yoga, une app mobile, exactement avec les mêmes besoins que nous on avait. Et lui, par exemple, il a facturé, je crois, 20 000 € à cette cliente. Donc voilà, 20 000 € VS $50 par mois. Bon, ça fait une sacrée économie. Après, c'est vrai que je ne me rends pas trop compte de la difficulté parce que c'est vrai que moi, de base, ma formation, je suis un peu couteau suisse, mais c'est vrai que mon dernier job, j'étais product manager. Donc, entre guillemets, mon job, c'était de travailler avec des développeurs et des UX, UI designers pour créer des apps mobiles, notamment une app mobile. Donc, peut-être que j'avais plus de facilité pour concevoir l'application, concevoir les workflows. Là, je ne me rends pas compte de la difficulté pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, là, c'était quand même un sacré gain, VS passer par un développeur. Du moins, en tout cas, pour tester l'idée et avoir une première version. Je ne dis pas, voilà, si demain, l'application qu'on a créée, elle cartonne et qu'on a beaucoup d'utilisateurs, on repartira d'une feuille blanche, peut-être pour créer une app faite par des développeurs, parce qu'on a un plus haut degré de customisation, mais au moins, on saura que ça marche et on saura pourquoi on investit autant d'argent dans une application. Voilà, on aura déjà des clients pour justifier un peu l'idée. Pas mal d'avantages avec Adalo, la solution pour laquelle on a opté. Donc, on peut créer une app native iOS Android à partir de 0, donc sans compétence tech, mais aussi on peut créer une app web. Donc là, l'app mobile que j'ai créée, elle est aussi disponible sur le web. Alors, le rendu est dégueulasse, hein, parce que c'est pas fait pour ça, c'est plutôt fait pour du web, mais au moins ça existe. Et après, je pourrais éventuellement recréer la même app directement, niveau web directement, ça marcherait. Il y a pas mal de features aussi. Donc, il y a des Google Connect, Apple Connect pour les apps. Donc, il y a les fameuses facturations des purchases in-app, récurrentes ou non. Parce que pour la petite histoire, quand vous facturez des services dans votre app à vos clients, faut que ça se fasse dans l'application déjà en général. Et quand ça se fait dans l'application, iOS, Apple et Android vont prendre leur petite part du gâteau. En général, c'est 30%.
ou 15% quand vous êtes un small business. Mais pour ça, il faut un peu être, comment dire, se conformer. Il faut se conformer, entre guillemets, aux standards iOS et Android et donc utiliser les purchases in-app d'iOS et d'Android sous peine d'être exclu. Je crois qu'il y a quelques mois, il y avait eu l'histoire justement avec Fortnite, je crois, qui ne voulait pas payer, qui ne voulait plus payer, qui s'est fait jarter du jour au lendemain par Apple, il me semble. Donc, en tout cas, voilà, avec Adalo, ça s'est pris en charge. Il y a pas mal d'autres features aussi qui sont prises en charge, je vous montrerai. Et donc, c'est possible finalement de faire un Uber-like, Open Class-like, un Tinder-like, voilà, pas mal de MVP, de startups qu'on connaît bien. Après, il y a quand même pas mal d'inconvénients, notamment le fait que la base de données, elle n'est pas externalisée. Donc, simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passe par les serveurs pour la base de données de Adalo, sauf que leurs serveurs sont aux États-Unis, alors que nous, nos clients, par exemple, sont en France. Donc, il y a plus de latence. En plus, c'est des serveurs mutualisés. Donc, c'est-à-dire qu'on partage avec d'autres boîtes. Donc, en termes de performance, c'est assez dégueulasse. D'où qu'il y a des features, par exemple, que j'ai dû enlever, notamment quand on ajoute par exemple, je vous montrerai après, mais un audio au favori, ça mettait plusieurs secondes à se faire. Et c'est vrai qu'en termes d'expérience utilisateur, sachant qu'on n'a pas encore beaucoup de clients, c'était un peu rédhibitoire. Donc, je me suis dit, bon, je préfère l'enlever dès maintenant plutôt que ça lag encore plus si on a plus d'utilisateurs et un utilisateur, ça lui mette 5-10 secondes. C'est pas possible. Donc, je préfère enlever la feature et tant pis. Donc voilà, les performances peuvent être assez lentes, d'autant plus quand la base de données va se remplir ou qu'il y a beaucoup d'utilisateurs connectés au même moment. Alors nous, pour l'instant, pour parler chiffres, on a eu 300 téléchargements et 300 utilisateurs, donc on n'en est pas du tout là. Mais bon, si on venait à grossir, ça pourrait être un problème. Niveau niveau design surtout, c'est compliqué avec Adalo de gérer les alignements. C'est pas très propre la manière dont c'est fait, c'est très approximatif pour le coup. Donc ça, c'est un peu un point noir, c'est pas rédhibitoire, mais bon, ça c'était un petit point négatif. Et aussi, ça c'est chiant. Quand je veux par exemple modifier un composant qui est présent sur plusieurs pages, c'est pas je vais le modifier une fois sur une page et il va se mettre à jour partout. Je dois le mettre à jour sur toutes les pages où il est présent. Ah. C'est moi qui ai perdu Gary. Non, moi aussi. Ça... Ah, Gary, on a perdu ton son. Ouais, on t'entend plus. Vous m'entendez bien, hein? Ça y est. Ah, attends. Je peux entendre. Ouais. Ça y est. Vous m'entendez Ouais, bien? c'est bon. On t'entend. Bien. Ok, ouais. C'est mes écouteurs qui embrouillent un peu. Vous m'avez perdu à quel moment? Quand je parlais peut-être des composants? Ouais. Ouais, donc en gros, je disais que les composants, le problème, c'est que quand un composant est présent sur plusieurs écrans et que je veux modifier le composant, je vais le mettre à jour sur tous les écrans où il est présent. Donc ça, c'est chiant. Wow. Ça, c'est chiant. Et dernier point aussi, ça peut avoir l'air simple, hein, cet outil. Il y a quand même un temps de prise en main. Moi, à titre perso, j'ai passé pas mal de temps à cause d'un composant qui était buggé, qui était un des composants principaux. C'était le lecteur audio. Et après, il y a des règles de design propres à Adalo que j'ai eu du temps quand même à m'approprier. Donc voilà à peu près pour un peu un descriptif de la plateforme. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant que je vous présente l'app de manière, enfin voilà, vous ayez vraiment un rendu de l'app et après je vous montrerai un peu la partie back office. Là, avec ton expérience, du coup, ça fait combien de temps que vous l'avez lancé? Quelques mois? Ouais, alors on a commencé à bosser dessus en février et on l'a lancé, je crois, en mai. Donc ça fait à peu près 2 mois. Ouais. D'accord. Alors, première question, c'est combien de temps de travail tu estimes qu'il a fallu pour pouvoir, en heure homme ou jour homme, pour pouvoir sortir l'appli? Et deuxième question, ton retour là en termes de stabilité de l'application. Ok, très bonne question. Alors la première question, très bonne question. Je ne saurais pas dire exactement, mais à la louche, je dirais entre 100 et 200 heures de travail. Parce que je suis allé quand même, comment dire, ouais, franchement, facile 200 heures en fait, plutôt 200 que 100. Je suis allé facilement, on va dire, chercher des fonctionnalités que j'aurais pu faire après, m'approprier la plateforme, passer du temps sur des petites règles design. Après, parfois, c'est plus par challenge que par besoin que je testais certaines choses. Mais je dirais 200 heures.
Après, là, tu vois, si je dois refaire un copier-coller de cette plateforme, je pense qu'en 3 jours, 2-3 jours, ça serait bon. D'accord. Donc, il y a quand même une montée en compétences qui est pas anodine. Ouais, ouais, clairement. Et un temps de montée en compétences, mais qui n'est pas non plus nécessaire. C'est-à-dire que, comment dire, enfin, moi, je voulais être un peu une app. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, il y a quand même un temps de montée en compétences, mine de rien. Il y a un temps de monter le temps de maîtriser un peu la gestion des composants, les interactions entre les écrans. Il y a quand même des choses à comprendre. Alors, un point très positif aussi, j'en ai pas parlé, je vais rajouter dans les plus, et c'est qu'il y a une communauté. Il y a une communauté en fait Adalo, qui est en fait un forum sur lequel, dès que je posais mes questions, il y avait souvent des gens qui répondaient. Donc ça, c'est un vrai plus. Quand tu es bloqué, même le SAV, leur support, quand je leur envoyais des messages, souvent, ils me répondaient assez rapidement. Donc ça, c'est un vrai plus. Et après, par rapport à ce que tu demandais, Cédric, la stabilité, je trouve que l'app est relativement stable. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'app est très stable, ça fonctionne bien. Le seul point bloquant, c'est plus les performances, on va dire. Ouais, ok. Du fait des serveurs qui sont aux États-Unis, notamment. Et Ouais, peut-être de la lourdeur, au final, d'un tout en un, quoi. Euh, tu penses que c'est surtout les serveurs au state ou ouais, c'est. je pense que. D'accord. Alors, Ouais, ça ça va au m'étonne un state. peu cette histoire parce que du coup, si c'est par exemple, excuse-moi de te couper, mais si c'est du Amazon ou des trucs comme ça, logiquement, ça répond quand même assez rapidement, tu vois. Enfin, c'est peut-être Est-ce que, que c'est en est-ce fait, que ils c'est du brident Amazon? ouais, je pense qu'ils doivent brider la bande passante pour s'y retrouver au niveau des forfaits qu'ils proposent à leurs utilisateurs ou des choses comme ça. C'est vrai qu'Amazon Web Service, typiquement, c'est à la data utilisée, quoi. Donc, ça peut vite devenir démentiel. Ouais. Yes. Le truc, c'est que là, ils assument complètement pour l'instant que les serveurs sont aux États-Unis parce que leurs clients sont majoritairement américains. Et surtout, le fait que ce soit des serveurs mutualisés, ouais, point de blocage. Mais ils disaient que dans leur roadmap de cette année, ça faisait partie de leur priorité d'améliorer les performances des apps via la gestion des performances du stockage et tout ça. Mm. Donc, voilà, c'est pas rédhibitoire. Notamment parce que c'est un MVP. C'est vrai que si, par exemple, j'étais, je sais pas, Petit Bambou et que j'avais ces performances-là, ça serait inacceptable. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, pour tester une idée, en tout cas, bon, c'est plutôt cool parce que ça fait gagner du temps et de l'argent. Et c'est vrai que nous, par rapport à notre idée, finalement, je trouve que l'application, ce n'était pas le cœur de la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est plus les audios et la qualité des audios, en fait. Et que finalement, l'application, c'est un support. Donc, l'idée, c'était pas trop non plus perdre trop de temps et d'argent et de se focus sur les bonnes choses, sur le marketing et les qualités du contenu. Ce que je vous propose, peut-être, c'est de vous faire une démo de l'app. Oui, volontiers. Alors, Et si on a le temps là, à la fin, je te questionnerai bien sur le modèle économique, quoi. Savoir si vous avez envisagé d'autres principes qu'avec une application sur ouais. d'autres Ouais, médias, puisque si effectivement le gros de la valeur ajoutée, c'est l'audio, ça vaut peut-être le coup de le mettre ailleurs, quoi. absolument. Hyper intéressant comme point. On pourra en reparler après parce qu'effectivement, tout à fait. Yes. Ça marche. Je vous fais une démo et après on en parlera parce qu'effectivement, on a eu pas mal d'itérations avec ma copine depuis et on a d'autres pistes justement pour promouvoir entre guillemets son contenu. Alors, hop, on va faire une petite preview. Alors, avant de faire la preview, tiens, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est un peu dans l'autre côté du miroir. Donc en fait, là, c'est tous les écrans qui sont tous avec toutes les liaisons entre les écrans. Et en fait, pour chaque écran, on peut mettre des règles. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là parce que je l'ai fait pas plus tard que ce matin. J'ai mis des actions qui peuvent être faites. Donc là, en l'occurrence, il y a pas mal d'actions pour dire qu'en fait, quand on arrive sur cette page-là, il y aura des push notifs qui vont être envoyés aux utilisateurs de façon permanente ou one-shot. Mais il y a pas mal, voilà, ça montre un peu toutes les interactions là, entre les écrans. Je reviendrai dessus après, je vous montrerai peut-être un peu l'interface de façon plus détaillée. Donc, grosso modo, quand on se connecte pour la première fois, je vais vous montrer. Alors, ça lag un peu, voilà. Tac. Alors, je vais vous faire tout le parcours.
Donc là, ça, c'est la page d'accueil. Je vais m'inscrire. Donc, il y a un Apple Connect et le Google Connect. Ça fait un mois que je galère à l'intégrer. Ça ne marche pas pour le coup. Mais bon, comme la cible, c'est plutôt Apple, c'est pas très grave. Mais j'aimerais bien. Moi, il faire comme n'avait le pas marché principe, mon Apple finaliser. Connect. J'avais fait mon relou. Ouais. Et j'ai résolu hier. Normalement, là, si tu mets l'app à jour, c'est bon, ça a marché. C'est juste que je m'étais planté sur la redirection. Là, pour le coup, c'était une erreur complètement de ma part. Et en fait, parce que c'est assez compliqué de tester le Apple Connect parce qu'une fois que tu t'es connecté une première fois, enfin, tu t'inscris une première fois, c'est dur de se reconnecter à l'infini, enfin, de refaire des tests. Mais là, c'est bon, le problème est résolu. Donc là, je vais m'inscrire avec l'email. Donc là, je vais faire un petit hop, je vais faire un alias. Donc bento@gmail.com. Ça me permet après de recevoir quand il y a un code sur mon mail. Et encore, je dis ça, mais on a enlevé. Avant, on mettait une vérification avec un code envoyé par mail, mais on l'a enlevé. Là. Je mets le mot de passe. Tac. Donc, je me crée un compte. Et sachant qu'en fait, je pourrais très bien, maintenant, on a mis en place pour vraiment que l'expérience utilisateur soit la plus fluide possible et que les gens utilisent l'app. On demande aux gens de se connecter ou de s'inscrire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les gens peuvent déjà accéder à l'app sans le faire. Donc là, hop, bienvenue. Là, il y a un petit parcours d'onboarding pour expliquer un peu les différents écrans de l'app. Hop. Et donc là, j'arrive sur l'écran principal avec en fait les différents programmes de respiration. Donc là, on les a triés par nouveautés dans la vie de tous les jours, technique de respiration anti-stress. Et au fur et à mesure, on rajoute des nouveaux programmes. Si par exemple, je vais sur le programme, je ne sais pas, respiration carrée, je vais avoir la liste pour le coup de tous les épisodes de ce programme-là. Je vais cliquer sur un épisode au hasard, celui-ci. Bonjour. Donc là, c'est la voix de ma copine. Maintenant que vous vous êtes entraîné à faire varier. Je peux ensuite faire la version sans introduction. Donc en fait, là, le petit hack qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, on upload la version, la version complète de tout l'épisode et la version sans l'intro. Donc en fait, je suis simplement redirigé vers le même écran, mais avec un autre audio final pour enlever l'intro. Voilà, donc là, je reviens en arrière. Alors non, petite fonctionnalité comme qui est sympa. Bonjour. Je vais vous la montrer. Donc, quand j'arrive à peu près à la fin de l'épisode, donc on va aller là, tac. Donc là, il reste 10 secondes. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Et à demain pour un nouvel exercice du programme Se rééquilibrer avec la respiration carrée de respiration. Donc là, quand c'est terminé, normalement, je suis redirigé en arrière. Alors voilà, typiquement, parfois, ça déconne. Voilà, ça prend un peu de temps. Mais du coup, là, il a enregistré l'épisode comme il y a le petit check, comme écouter. Et j'ai été redirigé automatiquement en arrière. Donc là, ça a mis un peu de temps. Mais ça, c'est une fonctionnalité sympa pour voir un peu les audios que j'ai écoutés. Si je reviens sur l'écran principal, on a trié par durée les audios. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, si j'ai à peu près environ 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes, j'ai plein d'audios de programmes différents. Donc ça, c'est sympa. On s'est dit pourquoi pas le faire. C'était aussi un peu le challenge technique de Adalo qui était marrant pour ça. Ensuite, on a créé une section qui s'appelle bol d'air, qui pour le coup, donc il y a 3 techniques de respiration. La cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est quand en fait je fais des inspirations-expirations de 10 secondes. Donc par exemple, je vais inspirer sur 5, expirer sur 5. Respiration carrée, c'est quand je vais par exemple inspirer 4, bloquer 4, expirer 4, bloquer 4 et ainsi de suite. Respiration 3-6, c'est plus je vais inspirer 3, expirer 6. Donc par exemple, je vais prendre cohérence cardiaque où j'inspire 5 secondes et je bloque 5 secondes et j'expire 5 secondes. Et donc là, on a mis des petits ronds comme ça pour calquer un peu, je calque ma respiration sur l'animation. Alors l'animation, pareil, petit challenge technique, c'est des lotis. Des lotis, en fait, c'est des animations en SVG. Et pour le coup, je les ai récupérées sur un site qui s'appelle Lotified et je les ai un peu personnalisées. Alors pareil, là, c'était un petit challenge technique. L'application aurait pu exister sans ça, mais je trouvais ça sympa de le faire. C'est la question que j'allais poser parce que du coup, ça n'a pas été trop galère d'intégrer ça dans l'appli. Alors, l'intégrer hyper simple parce qu'en fait, Adalo permet d'intégrer facilement des fichiers au format LOTI.
Ce qui a été plus compliqué, ouais, donc c'est de faire les fichiers, pour le coup, enfin de faire les Ouais, parce animations. qu'après, tu dois te synchroniser. Si tu as plusieurs programmes, tu dois synchroniser le temps, le grossissement et tout ça. Enfin, je ne sais pas comment ça marche. Ouais, en fait, tout simplement, tu dois définir à chaque fois la valeur quand ça gonfle, enfin pendant combien de secondes ça gonfle et pendant combien de secondes ça dégonfle. C'est juste que moi, je ne suis pas du tout développeur, donc j'ai galéré à comprendre comment fonctionnait le fichier, mais j'ai réussi. Bon, c'était assez technique, mais ça va. Et donc là, après, on l'a réglé en 4 secondes, 6 secondes. Donc j'inspire 4, j'expire 6. Donc c'est-à-dire que ça se dégonfle plus longtemps. Pareil en mode énergie. Là, c'est l'inverse. Donc on l'a fait aussi pour la respiration carrée, où là, c'est un carré où voilà. Par exemple, pour tout ce cycle-là, par exemple, je vais inspirer. Après, là, je vais expirer, etc. Par exemple, je peux aussi choisir une durée. Donc si je mets 3 minutes, il y aura un compte à rebours qui va se déclencher. Et voilà, pendant 3 minutes, Ah, petit problème de connexion, ça a un peu bugué. Voilà, et après, on l'a fait aussi pour la respiration 3-6. Mais voilà. Bon, je trouve ça sympa de faire des petites animations. C'est vrai que sur Petit Bambou, il y en a aussi. Et après, il y a la partie moi, où là, pour le coup, bon, c'est des petites bidouilles. Hein. C'est par exemple mon profil, je peux mettre mon prénom et mon nom. Il y a mon email qui apparaît. J'ai mis supprimer mon compte, c'est les nouveaux besoins iOS Android. Maintenant, on doit pouvoir supprimer son compte depuis l'app. Ça va arriver, donc j'ai dû le mettre. Nous soutenir, alors, on a rendu l'app gratuite au début, on a mis l'app payante, finalement on l'a mis en gratuit. Et du coup, comme j'avais quand même développé le module de paiement, je me dis bon, bah, autant proposer aux gens s'ils veulent nous soutenir et faire un don, entre guillemets, parce qu'ils utilisent beaucoup l'application, de le faire. Voilà, c'était pour. Là, c'est plus par ego. Et pour pas jeter à la poubelle ce que j'ai fait, parce que j'ai passé pas mal de temps sur le module de paiement. Mais on le réutilisera après. Parce que l'idée, voilà, c'est que quand on aura atteint une masse critique d'utilisateurs, donc pas du tout de suite, on remettra l'app en payant. Mais pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir plus d'utilisateurs et de faire parler un peu de la marque Respiration. Il y a du feedback. Les gens peuvent mettre un feedback dans l'app et après, nous, je montrerai après, on l'a en base de données. Alors, c'est pas génial parce que, par exemple, il y a un utilisateur qu'on ne connaît pas qui a laissé un feedback avant ce jour et je l'ai vu que hier parce que je ne check jamais parce que je n'ai pas de notification. Mais voilà. Et après, là, c'est par exemple un lien vers les conditions d'utilisation qui redirige vers Notion. Hop. D'ailleurs, il faut que je fasse une redirection vers le site parce que depuis, ça a changé. Mais bref. Donc voilà pour l'app. Hein. Bon, c'est une app qui est assez, finalement assez sommaire, mais qui fait le taf. Voilà. C'est vrai que pour tester un produit, bon, bah, ça fonctionne plutôt bien. C'est vachement propre, hein, je trouve, hein, pour du no-code. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Puis là, je suis sur l'application, du coup, en live. Ah, c'est propre pour du truc. Enfin, même, c'est propre tout court, en fait. Franchement, ça fait le taf. Hein. Yes. Bah, merci beaucoup. Petite question, quand tu rajoutes des audios, du coup, tu es obligé de faire la mise à jour de l'app? Non. Alors ça, je vais vous montrer. Très bonne question. Très bonne question. Ouais. Alors ça, sinon, ça serait l'enfer. Ce qui est plutôt chouette avec Adalo, c'est que pour le coup, les programmes, ils sont en base de données. Donc en fait, j'ai juste à aller. Alors c'est pas top parce que je dois aller justement interagir avec la base de données et ajouter des trucs directement dedans, mais ouais, mais ça va. Tu n'as pas besoin de republier une app, d'être validé par Apple et tout ça à chaque fois que tu rajoutes un audio, quoi. C'est surtout ça. Exactement. En fait, là, je vais vous montrer un peu comment ça se passe niveau back-office. Donc, en fait, ça, c'est mon back-office avec différentes sections. Et la première section que je vais vous montrer, c'est les différentes tables de la base de données. Donc, j'ai une table utilisateur dans laquelle j'ai tous mes users. Donc, là, on voit que j'en ai 311 pour l'instant. Et pour chaque user, donc, je vais avoir, par exemple, alors le password, je ne peux pas le voir, bien sûr. Username, en fait, bon, ça ne sert à rien, je ne peux pas l'enlever. Full name, c'est le prénom donc quand la personne fait son sign-up avec Apple. First name, last name, c'est quand on le met depuis l'application. Et en fait, j'ai plein de champs plus ou moins intéressants. Purchase date, par exemple, c'est quand la personne a fait l'achat depuis iOS ou Android. Favorite songs, c'est tous les sons qu'elle aurait mis en favori. Ça, je vais enlever. Mais là, par exemple, on va avoir tous les sons que la personne a écoutés et tous les programmes que la personne a écoutés. Là, ça c'est cool aussi comme feature, je ne vous l'ai pas montré, mais quand je vais écouter un nouvel épisode, ça va incrémenter par exemple 10 minutes, si l'épisode durait 10 minutes, au nombre un de ces champs-là. Et du coup, dans l'application, je peux voir, par exemple, j'ai écouté depuis mon début avec Respiration, j'ai écouté 5 épisodes et ça a duré 330 minutes par exemple.
Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc après, dans la base de données, j'ai donc les feedbacks dont je vous parlais et j'ai les programmes. Donc, je peux rajouter un nouveau programme. Je peux ajouter directement. J'ai juste à faire add programme. Je mets les différents champs. Par exemple, je vais mettre programme rétention d'air, tous les champs qui vont apparaître dans l'application et les icônes aussi associées. Et après, voilà, mon programme il est ajouté. Et après, pareil pour les audios. Donc ici, je vais dans Songs et je vais ajouter un audio. Je vais, pour cet audio-là, mettre le programme associé. Et pareil, je peux très facilement ajouter mon audio. J'ai juste à mettre le format, à uploader aussi le MP3 total et le MP3 sans l'intro. Et hop, ça fait le travail et directement, c'est intégré en base de données. Pour vous montrer après les autres choses, ça on s'en fout un peu. Ça, c'est la liste de tous les écrans. Ça, c'est les paramètres, ce n'est pas très intéressant, il ne se passe pas grand-chose. Là, c'est pour publier mon app sur iOS, Android, donc très simple. J'ai juste à chaque fois à faire OK, start new build. Je fais next, save and continue. Ça va faire. C'est un peu lent. Non, c'est plus rapide, je pense, à cause de ma connexion. En gros, ça va me proposer juste le numéro de version et après, juste à valider. Et après, sous 15 minutes, 20 minutes, j'ai mon build que je peux tester directement sur TestFlight. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et là, j'analyse tous mes builds du coup. Et là, c'est les analytics. Il y a quelques analytics. Alors, ça met du temps à charger à chaque fois les analytics pour le coup. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a une intégration aussi avec Mixpanel, alors que je n'ai pas encore trop creusé, mais qui est plutôt sympa quand même. Et donc là, j'ai un peu mes analytics avec mes utilisateurs actifs hier. Donc, il y a eu 23 utilisateurs actifs, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, quelques stats. On voit qu'on est, on est majoritairement sur iOS. Une des raisons aussi, alors c'est vrai qu'on a fait zéro marketing. Il y a une des raisons pour lesquelles on a pas mal d'utilisateurs par rapport au marketing qu'on a fait. C'est que sur le mot-clé respiration, quand on tape respiration sur l'Apple Store, on est en 4e place, ce qui est plutôt chouette. C'est comme ça que je pense d'où vient tout le trafic. Et la raison, c'est qu'on a appelé l'application respiration. Donc, c'est un peu le petit hack pour choper du trafic sans rien faire. J'ai vu que tu avais une option PWA. Du coup, c'est possible d'avoir. Tu as une app desktop qui est sortie, qui existe aussi, desktop mobile en PWA. Exactement. Donc là, en fait, tu vois, ici, je retourne là où il y a iOS, Android, et je fais hop, PWA. Et donc là, j'ai. Alors, je pourrais très bien le lier à mon domaine. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais. Et donc là, en fait, c'est ce lien-là. Tiens, je vous l'envoie. Hop, zoom. Voilà. Donc après, je pourrais le personnaliser avec mon propre nom de domaine. Là, après, on a un peu en changement de nom de domaine au niveau de l'app. Ok, trop cool. Donc, voilà pour cette partie-là, pour l'application, un peu la partie no-code. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Au niveau du paiement in-app, parce que vous l'avez rendu gratuite, c'est ça? Avant, elle était payante? Elle a été payante à peu près 1 mois, sauf pour les bêta-testeurs, parce qu'on avait une communauté de bêta-testeurs, notamment des amis qui avaient testé l'app. Donc, on l'avait rendue un peu payante. On l'avait rendue payante pour les gens qui n'étaient pas de la bêta, sauf le programme découverte qui était quand même offert. Mais il n'y a pas grand Et nombre. pourquoi l'avoir rendue gratuite? Alors, très bonne question. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que notre but aujourd'hui, c'est surtout que les gens utilisent l'app et en parlent autour d'eux. Et qu'on se dit, le meilleur moyen que l'app, on espère en tout cas que l'app devienne virale, soit utilisée, c'est qu'elle soit gratuite. Et quand on aura atteint une masse critique utilisateur, dans ce cas-là, on pourra la rendre payante. Et en fait, on s'est dit, finalement, c'est quoi l'utilité de cette app? Donc, ma copine est en cours de reconversion parce qu'avant, elle travaillait dans le marketing. Et aujourd'hui, son but, c'est de donner des cours de respiration. Et on s'est dit que c'est une app qui pourrait lui faire une bonne publicité. Il y en a finalement qui font du contenu avec des newsletters, avec d'autres types de contenus gratuits. Nous, on s'est dit que pour promouvoir un peu sa marque, l'app, ça pourrait être un bon moyen. Et donc, ce serait cool de rendre l'app gratuite pour promouvoir sa marque. Et l'idée, finalement, c'est
au même titre qu'un blog, bah là, l'idée, ce serait d'avoir quelque chose de gratuit pour du branding. Et après, la V2, on va dire, ça serait finalement de créer, comment dire, en Partie fait, payante, l'idée, comme donc, Petit Bambou, tu as une partie, Et une du partie contenu gratuite, une payant, partie ouais, payante. c'est ça. ouais, ce serait un peu ça. En fait, l'idée, si tu veux, c'est que finalement, par rapport à la monétisation de ses services, ma copine elle a deux voies qui s'ouvrent et les deux sont plutôt complémentaires que c'est pas l'une ou l'autre. Mais il y a une voie, donc c'est donner des cours de respiration en entreprise. Donc ça peut être à des startups, ça peut être à des coworking, enfin bref. Et la deuxième voie, ça peut être finalement de faire un peu comme fait Alex de CoinTips, mais version respiration. C'est-à-dire que tu peux à la fois donner accès à une communauté, tu peux faire des lives 1 à 2 fois par semaine, donner aussi l'accès à l'application. Et en fait, quand tu payes, tu aurais accès aux trois. Donc, tu aurais accès à l'application, à des lives privés de respiration, des lives par exemple en Zoom, et aussi une communauté de gens qui veulent respirer. Et on s'est dit, à ce moment-là, on remonétisera l'app dans cette manière-là. Mais là, c'était encore un peu tôt. Ok. Et ouais. Alors j'ai une petite question, mais c'est par rapport au marché. En fait, là, tu vises uniquement le marché français, pas canadien, pas, enfin, juste francophone ou français? Enfin, Alors, c'est une bonne question. Franchement, on n'est pas fermé. J'avoue, je n'ai pas trop d'idées encore sur la question. Ok. On n'a pas trop d'idées. C'est vrai qu'en vrai, il n'y a pas trop d'intérêt à se limiter au marché français parce que finalement, francophone, ça a plus de sens. Parce que là, pour le coup, il y a le contenu en français, donc c'est une app en français, mais tu pourrais imaginer que tu aurais du contenu en fait, enfin en anglais, et là, tu t'ouvres à tout un panel d'utilisateurs en plus, quoi, et ça t'a juste à traduire en fait ton app, quoi. Exactement. Ça Alors ça, c'est une très existe en bonne idée. anglais d'ailleurs? Il y a des concurrents en anglais ou en français? C'est marrant. Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a beaucoup d'apps de méditation. Quand on s'est lancé, Petit Bambou, eux, ils avaient juste un programme de respiration. Depuis là, ils ont lancé 2 autres programmes, je crois, la semaine dernière, dédiés à la respiration. Mais à part ça, il n'y a pas d'équivalent en France, en tout cas. En général, les apps de méditation, elles font vraiment que la méditation. Et en anglais, j'ai pas l'impression si il y a une app qui s'appelle Breeze Plus qui eux pour le coup font à peu près la même chose. Mais c'est un marché un peu naissant, c'est-à-dire que toutes les mastodontes, hein, les Headspace, Petit Bambou, Calm, ils sont plus sur la méditation que sur la respiration. Ok. Donc ouais, très bonne question. Et c'est intéressant, par exemple, toi, Cédric, tu en penses quoi de l'idée de créer une app, enfin, entre guillemets, de donner accès à la fois à une app avec la communauté et des lives est-ce que ça te laisse perplexe ou tu dis, bon, pourquoi pas? Ça me laisse perplexe le côté communauté en fait. Ok. Je suis désolé, hein, je préfère être franc. Non, ouais. Ça me laisse perplexe. J'ai du mal à imaginer, mais je peux me tromper potentiellement lourdement, hein. Mais du coup, les gens payés pour accéder à une communauté tu vois, pour discuter de respiration, Ouais, c'était pas le. ça me semble quand même ultra spécifique et une communauté avec cette seule thématique, je suis sincèrement dubitatif. Je crois beaucoup plus à rendre une partie de l'application payante à un moment donné, Ouais. voire à revendre le truc et revendre la base utilisateur, hein, c'est de la valeur. D'ailleurs, c'est une question là. Avec Adalo, ta base utilisateur, tu peux l'exporter, tu peux la récupérer. Ouais, alors, ça, Elle est alors, niveau réglementation, elle appartient à qui? À vous ou à Adalo? alors, clairement, elle appartient à nous parce que c'est nos utilisateurs. Après, à voir, il faut que je check un peu les textes. Je peux l'exporter. Donc, par exemple, tu vois ici un bouton euh, là, export, Ok, enfin ok. download. Le seul problème, c'est que je ne veux pas download les mots de passe. Et ça, c'est un vrai problème parce que si, par exemple, demain, je décide de passer sur une solution maison, je devrais demander à tous mes utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe. Alors, ceux qui ont fait un Apple Connect, pas de problème, mais ceux qui ont fait un sign-up normal, ils devront tous réinitialiser leur mot de passe. Donc, ça, c'est un peu chiant. Ouais, ça, tu peux toujours créer une incentive en disant, bah voilà,
vous avez, je sais pas, 2 mois ou 3 mois gratuits ou un mois gratuit, n'importe quoi sur la version, sur la partie, et puis transformer ça en opportunité, tu vois. Du coup, Ouais. Yes. Oui, et je suis même pas sûr, ça se trouve, il y a peut-être même des moyens techniques pour pouvoir qu'ils n'aient pas à changer le mot de passe. En fait, si ça t'exporte, si tu sais quel algorithme ils ont utilisé côté Adalo pour encrypter le mot de passe et que tu refais dev avec le même algo, je pense à Shawan par exemple, en fait, ça va marcher. Donc, Ok, c'est un peu intéressant. technique, hein, désolé, mais c'est juste pour te dire que c'est ouais, possible. c'est intéressant. Yes. Ouais, cool. Bah, en tout cas, on peut exporter la base de données. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Après, il y a l'impression qu'il y a des datas qu'on ne pourra pas exporter. Par exemple, le nombre de minutes qu'ils ont écouté pour un épisode. Donc, ça, il faut que je revoie avec Adalo. Moi, j'ai une question, c'est par rapport, du coup, pourquoi tu n'as pas pris la solution avec la base de données externalisée? Tu as privilégié Adalo, en fait. C'est par rapport aux fonctionnalités, c'est ça? Ouais, alors c'est par rapport aux fonctionnalités, par rapport à l'usage aussi. Enfin, l'utilisation, ça avait l'air quand même beaucoup plus complexe comme solution. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'était plus un side project setup, mais c'est vrai que comme j'ai d'autres activités à côté, je n'avais pas non plus un temps illimité. Donc, c'est vrai que par rapport au ratio temps passé vs résultat, ça entrait plus dans mes critères. Mais ça aurait clairement pu être une solution App Master qui permettait justement d'externaliser la base de données. Donc là, c'était plus associé à ça. Ok, du coup, tu recommanderais cette solution? Enfin, ça a bien marché, tu n'as pas eu de soucis. Enfin, c'est un truc que tu referais un projet, demain, tu repartirais sur le même truc? Ouais, clairement. Clairement. Encore une fois, hein, tout dépend du besoin. Alors, je dirais, en fait, quel est l'objectif? Tu vois, est-ce que l'objectif, c'est d'avoir un MVP clé en main rapidement pour tester l'idée? Et aussi, quel est le besoin en termes de fonctionnalité? Par exemple, s'il y a des fonctionnalités, enfin des fonctionnalités vraiment minimales dont tu ne veux pas te passer et qui sont complexes sur Adalo, bon, la question se poserait quand même. Tu vois, par exemple, créer un MVP d'une banque sur Adalo, ça me semble quand même assez complexe. Mais je recommande quand même. Et en fait, je recommanderais, mais tout dépend de l'usage. Tu vois, tu vois, par exemple, si tu es en mode agence, tu fais ça pour un client. Je pense que c'est quand même bien de montrer au client dès le départ un rendu d'une autre app pas exactement la même chose, hein, mais par exemple, montrer, voilà, c'est-à-dire ça, c'est une app qui a été faite en no-code. Est-ce que le rendu vous va? Parce que vous allez avoir un rendu un peu similaire. Tu vois. Alors, si le client a des high expectations, tu vois, en termes de design et qu'il se retrouve après avec une app no-code où il n'y a pas moyen de faire grand-chose, bon, c'est un peu la tuile. Et du coup, là, le passage en V2 et s'extraire de Adalo, vous verriez quoi comme solution? C'est une très bonne question. Bah, pour moi, si on devait passer en V2, je pense que ce serait une solution maison avec des devs quand même. D'accord. Parce que quand même, quand tu as une équipe de développeurs, tu as beaucoup plus t'es beaucoup plus flexible sur les fonctionnalités que tu veux développer. Ouais, simplement. C'est-à-dire que là, en termes de fonctionnalités, on est juste limité en fait. Et puis, tu as le risque d'Adalo aussi, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas quelle est la santé financière de cette boîte, mais je pense que ça, il tourne plutôt bien. Mais si demain, ils mettent la clé sous la porte, tu n'as plus d'app, quoi. Ouais, bah, disons que ouais, bah non, j'ai plus d'app. Ouais, j'ai plus d'app, effectivement. Yes. Ça serait la tuile. Ouais. Ça serait vraiment la tuile. Ouais, c'est là-dessus, Après, ouais, je ne c'est me fais pas clair. trop de soucis pour eux. Je me fais pas trop de soucis pour eux parce que j'ai reçu un mail de leur part hier qui disait qu'ils allaient encore augmenter leur prix. Oui, oui, non, mais je me doute que enfin, de toute façon, il y a une tendance, comme tu disais, de no-code où en fait tout le monde est en train de Ouais. partir là-dessus comme des fous. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a plein Ah d'opportunités bah, là-dessus. pouvoir se passer des devs, c'est... Quand tu vois le Yes. prix d'un développeur, Et puis faut le gérer humainement. Non, c'est clair. Mais en fait, c'est fou parce que quand je me dis, tu vois, par exemple, on prend l'exemple de mon pote qui a fait l'application à 20 000 euros pour la preuve de bien. Je me dis, bah, là, si moi, maintenant, avec mon expérience, on me demandait de faire ça à Cadalo, je pense en 3 jours, c'est fait. Et que finalement, quelque chose, tu vois, qui aurait pris peut-être 2 mois un dev, parce qu'il faut quand même, en dev, il faut starter un projet, enfin, rechercher les composants et tout. Là, c'est un peu clé en main finalement, tu vois. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Il y a moyen de. En fait, je pense que pour des projets très simples,
c'est quand même mieux que de passer par un dev. Alors, après, un dev, pour des projets plus complexes, c'est forcément beaucoup plus flexible et vraiment mieux. Mais c'est vrai que pour les projets très simples, c'est limite, ouais, enfin, le risk-reward est quand même sympa, quoi. C'est surtout pour le côté un peu startup MVP, en fait, ça te permet de valider ton modèle sans prendre trop de, enfin, sans sortir 20 000 euros ou 30 000 euros pour une appli, quoi. Exactement. C'est clair. Exactement. Mais surtout, enfin, tu vois, par exemple, une cliente comme la Pro de Yoga pour laquelle mon pote fait l'app, souvent, tu vois, c'est des clients qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent vraiment en termes de design. Donc, tu as aussi beaucoup d'allers-retours. Donc, beaucoup de temps passé à faire un truc qui finalement va être, entre guillemets, pas jeté à la poubelle, mais qui va être à chaque fois changé. Et là, je trouve que ça limite aussi un peu les allers-retours. Parce que tu peux faire les modifs beaucoup plus rapidement. Alors après, le seul problème, par contre, par rapport à ça, c'est le fait que tu n'as pas une… ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand tu veux mettre à jour un composant, tu vas mettre à jour partout. Donc ça, pour le coup, c'est hyper chronophage. Donc, mais si tu regardes des solutions un peu comme Webflow, ils ont réussi à développer des choses en fait, où tu mets à jour ton composant, ça le met à jour partout et tu n'as pas besoin de coder. Ça, c'est incroyable, tu vois. Je pense que ça va arriver dans les années qui suivent sur mobile et là, ce sera dingue, quoi. Ouais, yes. Ouais, non, complètement. Après, bon, la question se pose aussi pour le mobile. Bon, d'un point de vue business, enfin, je me dis, par exemple, quand tu lances ta plateforme de yoga, ou je me pose la question quand même, est-ce que c'est pas mieux aussi de lancer un site internet qu'une app? Parce qu'une app, tu es un peu à la merci de Apple et Android, quoi. Que ce soit en termes de référencement et en termes de CA, dans le sens où tu dois leur redistribuer ton CA, quoi. Après, bon, ça, c'est encore d'autres questions. Et donc, le fait, effectivement, quand même, d'être à la fois sur de l'app native, mais aussi sur la web app, bon, c'est un côté plus flexible. Ça va d'ailleurs penser, par exemple, à Petit Bambou, qui, eux, les utilisateurs peuvent s'inscrire et payer à Petit Bambou directement sur Internet. Alors, c'est le même prix, mais Petit Bambou gagne plus, du coup. Attends, redis là, j'ai pas compris. En fait, par exemple, que le paiement soit extrait en fait de l'App Store, en fait, qu'il soit juste soit un paiement externe. Donc c'est un service en fait, tu payes l'abonnement chez Petit Bambou et en fait tu as un compte chez eux, tu n'as plus besoin de payer l'app, quoi. En fait, tu peux souscrire à Petit Bambou sur l'app ou en dehors de l'app. À partir du moment tu vois, où tu proposes les deux, enfin iOS et Apple et Google ne peuvent pas te dire non, c'est mal de proposer en dehors, parce que comme tu as proposé chez eux, après c'est libre à l'utilisateur de faire ce qu'il veut. Oui, puis là, ça a changé les règles à ce niveau-là, elles sont plus souples qu'avant. Je crois que c'était il y a un an, ouais, un truc comme un an. Ça a changé il y a un an de ça. Et bon, maintenant il y a le problème petite entreprise où en dessous de 1 million de CA, je crois, c'est 15% à 30%, donc ça c'est plutôt chouette quand même. Super intéressant. Et donc, Adalo, ça marche aussi pour le web. Ouais, exactement. Donc là, par exemple, je peux vous montrer. Oui, il y a un truc que je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Je vous montre là. Donc là, quand je clique sur le plus, j'ai tout simplement la liste de mes composants déjà un peu tout fait. Donc, je peux par exemple… alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un écran. Je vais créer un écran. Donc là, je fais Add Screen ici. Donc, j'ai déjà des écrans pareil, un peu tout fait. Par exemple, je vais prendre lui. Je le mets, hop. Donc là, par exemple, j'ai un écran qui est déjà tout fait, sur lequel, par exemple, je peux rajouter une liste si j'ai envie. Et ça qui est cool, c'est que… Avec le en termes de select et personnalisation, tout. Ok, c'est tu peux ça. te dire, ok, je vais sélectionner ma liste de fichiers audio, ma liste de produits, etc. Et C'est ça. qui liste le. Ouais, c'est top. Ok. Yes. Donc, ouais, là-dessus, c'est plutôt Sur une cool. liste Et comme en ça, plus, genre par exemple, tu peux rajouter de l'interaction en disant, je sais pas, t'as des fonctionnalités de vote, ouais, tu d'enrichissement peux de faire… la base de données par utilisateur, tu vois. Ouais, complètement, tu peux faire ça. Tu peux, par exemple, définir un champ qui s'appellerait number of votes. Et dès qu'un utilisateur clique dessus, tu incrémentes la valeur de 1.
Je vais vous montrer un exemple très concret. Donc, alors, je vais retourner ici. Plus loin, voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est mon lecteur audio. Et à la fin, donc, quand le son est terminé, ça va faire l'action suivante. C'est que ça va prendre pour l'utilisateur en question le nombre de minutes qu'il a écouté sur ce programme, plus rajouter la durée de cet audio. D'accord. Ah, il y a quand même Donc, des actions assez spécifiques et complexes, en fait, suite à la fin d'un événement. C'est assez bluffant. Je suis et impressionné. même, par exemple, pour cet utilisateur, je vais dire, bon, bah, voilà, maintenant, tu ajoutes le son en question que tu viens d'écouter, tu vas l'ajouter aux sons qui ont dans la liste des sons écoutés par cet utilisateur pour faire le petit check à côté du son. Voilà, pas Ça mal de choses nécessite comme quand ça. même un esprit, je pense, qui ait des facilités avec l'outil informatique, tu vois. Ouais. Clairement. Effectivement, pour des gens comme nous qui sommes familiarisés avec la gymnastique algorithmique, ouais, c'est génial. Après, tu fous ton boulanger là-dessus, il va mourir, quoi. Ouais, non, clairement. Clairement, mais c'est vrai que du coup, moi qui ne suis pas développeur pour le coup, ça me permet d'accéder à ça, alors qu'en dev, j'y serais jamais arrivé parce que je ne suis juste pas développeur. Mais effectivement, ça requiert, comme tu dis, je pense, un esprit quand même, quelqu'un qui est à l'aise avec la techno, qui comprend un peu le UX, le design, Oui. le dev. Ouais, il y a quand même des prérequis, effectivement. Ok. Ouais, parce qu'au final, bon, bah, tu peux quand même vendre tes services, tu vois, sur un truc comme Adalo, tu peux quand même vendre tes services pour la production. Je veux dire, c'est pas abusé. Tu vois, c'est pas. Ouais, au final, tu vois, de créer une application sur Adalo et de vendre 20K, bah, je trouve pas ça abusé, en fait. Parce que En fait, il y a des agences qui se sont positionnées effectivement sur ce secteur-là, des agences no-code, quoi. Ouais, clairement. ben ouais, enfin, il y a quand même un niveau de compétence qui est pas anodin. Il y a quand même une intelligence, comme tu l'as dit, au niveau UX, même UI, au niveau déroulement, au niveau parcours utilisateur, au niveau fonctionnalité, et même potentiellement en termes d'algorithmie sur OK, ben, telle action va provoquer ça et même en fait d'effort de spécification qui est présent, quoi. Ouais. En fait, Yes. ouais, je suis assez surpris, agréablement surpris. Ouais, merci beaucoup, hein, parce que je suis vraiment agréablement surpris des possibilités que ça offre. Cool, bah, avec plaisir. Et c'est vrai, en fait, un truc qui me fait penser, quand tu dis ça, c'est vrai que c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est plus un outil, par exemple, pour des product managers, parce que finalement, ça permet à un product manager de faire une app de A à Z, parce que le product manager, il est censé quand même avoir des facilités un peu avec le design. Donc, il peut à la fois faire la partie UX, UI, créer l'app, et donc, à lui tout seul, finalement, proposer une app sans passer par d'autres corps de métier en mode… Ah, là, tu libères, tu libères le product manager, quoi. Yes. Ouais. Oh, Mais effectivement, en vrai, d'un point de vue client, c'est vrai, comme tu dis, bon, bah, si le client finalement est prêt à excéder les prix du marché et qu'il est prêt à payer 20 000 euros pour ça, et que le rendu est là, bah, effectivement, c'est pas déconnant. D'autant plus que finalement, le client final derrière, il a un plus fort degré de personnalisation sur l'app. Parce que si ça avait été du code, ça aurait été impossible de gérer, tu vois, d'interagir avec la base de données, par exemple, pour, je sais pas, ajouter une liste de programmes ou une liste d'audio, alors que là, éventuellement, il a accès au back-office pour le faire lui-même. Tu vois, tu lui fais une notice, tu lui dis voilà comment ça se passe, et donc l'utilisateur final, il a quand même un espèce de back-office avec plus de possibilités. là, c'est top. C'est top. Ouais, puis Ok. c'est surtout que tu gagnes du temps, c'est-à-dire que si tu as un client un peu chiant qui te demande 3 fois de changer de la couleur du design, bah là, tu cliques sur un bouton, tu changes en rouge et puis c'est fini, quoi. Je veux dire. Ouais,
Carrément, exactement. C'est intéressant. Donc voilà, c'est vrai que Et donc, les composants, quand tu vas. Pardon. Là, tu as aussi. Tu peux créer donc ton propre composant qui va. Quand tu le modifies une fois, il est modifié de partout? Non, malheureusement, ça, c'est un vrai point de blocage. Et c'est ce que Peut-être tu qu'ils vont disais mettre ça tout en à place, l'heure. mais pour l'instant, non, effectivement. Donc, l'idée, c'est d'avoir le moins d'écran possible. Et moi, par exemple, je vais vous montrer un use case assez concret. C'est le fameux truc dont je vous montrais tout à l'heure avec les animations. J'ai dû créer, en fait, à chaque fois, dupliquer ce même écran, donc qui est l'écran avec l'animation. J'ai dû à chaque fois créer cet écran-là pour chaque animation, parce que l'animation, je ne peux pas la mettre en base de données pour le coup. C'est-à-dire que je clique ici. Quand je clique là, en fait, j'ai directement le JSON lié à l'animation. Et donc ça, je ne peux pas le stocker en base de données. Donc effectivement, là, c'est chiant. Par exemple, si je modifiais, je sais pas, la couleur de ce bouton, je vais le faire effectivement sur tous ces écrans-là. Et en plus, comme j'ai mis, quand je clique sur une durée, je vais être redirigé sur l'écran avec le countdown, avec le minuteur. Je vais aussi le faire éventuellement là, s'il était présent là, quoi. C'est pas trop complexe, tous les liens dans tous les sens, parce que là, je vois que en fait, par rapport à du dev classique, en fait, au lieu d'avoir peut-être 10 écrans, tu vas en avoir 50. C'est la question que je me posais, c'est est-ce que c'est pas trop galère quand un appli est grossi un peu de gérer les ramifications des actions, etc. Je ne trouve pas, mais après, parce que je connais bien l'app, effectivement, c'est vrai que ça peut être galère, effectivement. Quand tu dézoomes, tu vois le nombre de liens, je ne sais pas combien Ouais, tu en as fait, mais c'est impressionnant en tout cas. ouais, il y en a pas mal. Après, tu peux, si ça te perturbe, parce qu'il y en a trop, normalement, je crois que tu peux. Ouais, si, hop, tu peux l'enlever. Après, moi, je préfère le garder, parce que parfois, je me dis, ah, mais pourquoi cet écran-là, il est connecté avec lui, c'est qu'il y a un souci, quoi. Donc, je préfère le garder, mais c'est vrai que quand je clique dessus, attends, je ne sais pas si quand je vais là, ouais, là, il ne m'affiche pas les écrans directement. Ouais, il ne me le met pas. Il ne me le met pas. La liste des écrans connectés à celui-là, en fait. Ça, c'est un peu dommage. Effectivement. Enfin, j'ai ça. Enfin, je peux cliquer, tu vois, et voir que je suis connecté à lui, mais je ne vois pas via quoi, en fait. Quel est entre guillemets, le composant qui te redirige vers tel autre écran. Ça, effectivement, c'est un peu dommage. Ouais. En fait, l'interface me fait penser à Figma. Et vu qu'ils sont en train Ouais. de mettre de plus en plus d'interactions dans leur truc, ça me donne un peu l'impression qu'ils sont en train de, tu sais, d'aller vers du no-code à leur manière. Et en Ça serait fait, ouais, incroyable. ça, C'est vrai que ça fait penser à des produits pour, ouais, en fait, pour un product manager ou même un UX designer. Au final, le UX designer, voilà, il se passe du développeur, quoi. Et tu vas vers la fusion entre les deux, c'est clair. ouais, carrément. Et c'est vrai que si Figma faisait ça, ça serait très puissant parce que c'est vrai que pour le coup, Figma, en termes d'UX, je pense que beaucoup du UX designer aujourd'hui passent du UX designer aussi passe par Figma. Et Figma, l'outil est incroyable. C'est vrai que si tu pouvais un peu transformer ton Figma en app no code, alors là, ça serait. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Ça ressemble beaucoup quand même. Ouais. Alors justement, moi je trouve que un des vrais problèmes, je trouve, de Aldalo par rapport à Figma, c'est que Figma, tu vois, tu peux vraiment gérer bien tes alignements. Tu vois, tu as vraiment tes règles, tu peux vraiment gérer au pixel tes composants. Là, c'est un peu approximatif quand tu les places. C'est vrai que c'est un peu à la bonne franquette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tu mets ton truc là et tu verras, selon la taille du mobile, comment il il s'alignera, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très précis. Alors, qui rachète Figma qui rachète une boîte de no-code ou l'inverse? Il y a aussi Miro, Jess, là, elle a un partenariat avec eux pour sa chaîne YouTube. Et apparemment, ça permet de faire plein de trucs comme ça, d'interagir à plusieurs. Elle doit me montrer justement ce que ça fait. Et effectivement, on a
différents outils qui abordent la chose de différentes manières, en fait. C'est bien. Mais là, vraiment, je suis vraiment bluffé et agréablement surpris par ce que ça permet de faire. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi poussé et je comprends maintenant qu'on parle vraiment d'outils no-code, quoi. C'est pas du bullshit. Ouais. Yes. Yes. Et je pense qu'on est encore un peu au début parce que, tu vois, Dalo, c'est une jeune boîte. Bon, ils ont fait une série A, je sais pas, de 10 millions, mais j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de potentiel pour vraiment ça devienne un gros acteur ou qu'il y ait des gros acteurs qui arrivent pour vraiment faire des choses encore beaucoup plus pro, quoi. Je pense que c'est encore le début du no-code sur mobile pour le coup. Même s'il y a Ouais, plus d'acteurs. rien que effectivement, l'aspect fluidité est ultra important. Et d'ailleurs, sur Android, ça fonctionne bien? Ouais. Franchement, le Ok. rendu est cool Parce aussi. qu'Android, c'est le plus chiant et c'est là où tu as le moins de fric à te faire en plus. Ouais. Donc, tu as testé sur différentes versions? Pas trop, mais je sais que déjà sur la Ouais. mienne, pareil, au niveau des alignements, j'avais un peu galéré. Selon les tailles d'écran, euh, c'était un peu complexe, ouais. Parce que c'est vrai que sur iPhone, finalement, c'est assez standardisé, parce que tu n'as pas non plus 1000 tailles d'iPhone. Sur Android, c'est complètement différent. Et c'est vrai que déjà, moi, quand j'avais testé la première version sur Android, j'avais dû faire des mises à jour, parce que j'avais un gros écran, j'avais un OnePlus 6. Et du coup, ouais, il y avait quand même des petits ajustements à faire. Et alors, bon, un truc qui est sympa, ça fait pas non plus, c'est pas non plus incroyable, mais c'est déjà mieux que rien. C'est que quand je teste l'app, je peux tester avec différentes, enfin, il peut me faire un preview avec différentes tailles d'écran. Alors, ça lag un peu. Je crois que c'est là, voilà, si. Donc là, je suis en mode iPhone 13. Alors avant, il y avait plus de trucs quand même avant. Là, il n'y a plus que le Galaxy S20 et. Ok. Donc en gros, ça donne ça. Je vais voir si je peux décaler. Donc ça donne ça. Et après, il y a le Pixel 4. Mais avant, c'est marrant, ils ont enlevé parce qu'avant, il y en avait plus. Donc voilà. C'est déjà un premier moyen, un premier filtre pour tester entre Patrice, guillemets tu en penses quoi, toi? Alors, je pense que c'est bravo déjà à Gary. C'est vrai que le rendu est assez sympa et surtout toute l'analyse que tu as pu faire avant et toutes les petites épreuves pour tester quelle est la bonne plateforme sur laquelle tu vas avoir bossé. Parce que on a fait ce travail, nous, également, parce qu'on fait du sur-mesure, du développement sur-mesure et applications mobiles. Bon, on n'est pas des ultra spécialistes, mais on a fait quelques-unes. Et on s'est intéressé à ce sujet. Donc, je ne connaissais pas cette solution. Donc, c'est super intéressant, effectivement. Ça a l'air pas mal. Au niveau des process, après, je pense qu'on va creuser un peu le truc pour voir jusqu'où on peut aller, parce qu'on a des process d'entreprise parfois qui sont un peu compliqués. Ça se trouve, ça peut être géré assez simplement. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça super. Le point négatif, c'est celui que tu annonçais, c'est base de données où on n'a pas de gouvernance. Elle est dédiée elle est gérée par les Américains. J'avais mis point d'interrogation RGPD parce que là, tu as un risque. Bon, là, ça va, tu as une activité qui démarre et c'est tout le mal que je te souhaite qu'à un moment donné, tu vas collecter énormément de données. Là, tu es en risque plus que noir au niveau du RGPD. Donc, Alors, c'est le ça, je vais point regarder quand même. qui… Je crois, attendez, je vais regarder, mais RGPD, Adalo, mais normalement, ils sont Adalo, ils sont RGPD compliance. Cherche pas, t'es pas RGPD parce que déjà, la première chose, il faut que les données soient sur le territoire européen. Ce n'est pas le cas. Ouais. Enfin, de ce que j'avais entendu, c'est que les serveurs étaient aux États-Unis. S'ils sont en Europe, c'est autre chose. Mais déjà, tu dois absolument avoir tes données sur le territoire. Ayant fréquenté la CNIL dans de mauvaises situations, ils savent bien le dire. Mais c'est vrai que la solution est intéressante. Juste la petite gouvernance des bases de données, voilà. Où je dirais peut-être qu'ils ouvriront différemment, mais c'est pas évident. Alors, peut-être Et que pour c'est eux, moi qui dis des et pour bêtises. oui.
Pardon, vas-y, je te laisse finir et je te le dis après. Oui, je disais pour confirmer ce que disait Fabien tout à l'heure, au niveau des mots de passe, tu ne devrais pas avoir de difficulté à récupérer. En fait, tu as un hash de mot de passe et comme disait Fabien, il suffit de savoir quelle était la méthode de chiffrement et tu ne seras pas obligé de faire une réinitialisation de mot de passe. Ok, cool. Alors peut-être que j'ai dit des bêtises sur le stockage, hein, qui était que aux États-Unis, peut-être que c'est en Europe, mais en tout cas, j'avais vu que, alors moi j'étais arrêté à ça, is Adalo GDPR compliant? Yes. Bon, je me suis dit, ok. Marketing à l'américaine, yes, we can. Et je me dis, bon, bah, à partir du moment où j'ai ça, je pourrais toujours me baquer. Voilà, c'est quelqu'un de Adalo qui a dit ça. Et... Ok. Ah, ça ne marche pas. For Ça data marche pas, hein. transfer outside the EEA. Yeah. In order to keep your users data safe, as well as the now commonly used legal mechanism of standard contractual code for data transfer outside the EEA. Je suis pas sûr de. En fait, ils sont en train de dire, ok, quoi, elles sont transférées à l'extérieur de l'Europe ou pas? C'est pas très clair. Ouais. C'est vrai que c'est un peu une zone d'ombre, hein, effectivement. Et après, Gary, tu disais 20 000 balles l'application de ton copain là, qui a développé. C'était pour une personne qui voulait faire du yoga, c'est ça? Ouais, en fait, c'est une personne qui a une communauté d'élèves de yoga, qui a une grosse communauté, D'accord. et qui voulait justement faire son app pour mettre ses vidéos en ligne sur une application. D'accord. C'est bien vendu, hein, pour une. Ouais, c'est bien vendu. C'est bien vendu, mais ça me semble non plus pas trop. Ça me Ouais, choque je sais pas pas, si moi, c'est au final, entre la gestion du client, la gestion de projet, il faut quand même faire des specs. Ah oui, non, mais c'est sûr, Cédric. Tester. Mais c'est qu'une profession libérale, quoi. Je veux dire, une profession libérale qui se paye ça, c'est bien. Ah bah si la personne a une communauté, c'est vite un levier financier potentiel qui peut lui rapporter beaucoup plus que 20 000, c'est clair. Mais non, c'est vrai que ça fait quand même réfléchir de se créer un compte. Moi, ça me fait réfléchir de créer un compte Malte, de dire, OK, je fais des apps no-code. Et Pour info, moi j'en ai régulièrement des clients qui me demandent, qui n'ont pas de budget pour faire du dev et qui me disent tu connais pas des gens qui font du no-code, etc. Donc, yes. si jamais ça t'intéresse. Ah, yes. Mais je ne me rends pas compte, tu vois, un peu le budget, tu vois, de quelqu'un pour du no-code, tu vois. Le budget, c'est French, c'est quoi? C'est French Tech Seed, 30 000 €. Voilà. Ah ouais, bon, c'est un bon budget quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent lever via des fonds d'innovation en général jusqu'à 30K. Donc, sur des projets un peu comme ça, tant que tu es en dessous, globalement, ça peut passer. Donc, si tu as une enveloppe à 10-15K, tu peux faire un projet, quoi. Okay. C'est quoi cette histoire de fonds d'innovation où tu as jusqu'à 30K de. Non, mais il y a en fait, quand tu fais un projet innovant en France, tu peux déposer un dossier. Et en fait, tu peux recevoir des subventions si ton projet est catégorisé comme innovant. Et du coup, il y a plein d'entrepreneurs, de start-upers qui se lancent comme ça en se disant, je fais un projet, social solidaire qui fait tel truc, tel machin. Et du coup, ils ont des subventions, donc ils ont un chèque pour commencer leur projet, quoi. D'accord, ok. Et tu vois, dans les Pays de la Loire, la région de Pays de la Loire, tu n'as même pas besoin que ton projet soit innovant. Il faut juste qu'il soit motivant et tu peux mettre en place une CRM, une gestion commerciale, un produit traditionnel et tu peux avoir une aide jusqu'à 15 000 balles de ton projet qui représente la moitié, les 15 000, la moitié du budget du développement. Donc, c'est la transition digitale, clairement. Ça donne envie d'être un serial failure. Je ne sais pas c'est quoi les conditions si tu rates ton projet pour resouscrire. Mais... Ouais, c'est clair. Tu recaves, tu mets un nouveau budget. Ah, j'ai une nouvelle idée. Cette fois, ça va marcher. Une par mois. Bon, merci Gary. Franchement, déjà, effectivement, sur le benchmark,
ça, c'est un boulot. Je crois que je ne me rends pas compte, mais voilà, je sais pas ce que ça représente, mais c'est sûr que ça représente du taf, c'est certain. Donc, merci déjà pour ça. Et puis, ouais, voilà, la solution à Dalo, top. Hein. Yes. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Bah, merci à vous. C'était cool de vous présenter ça. Ça me permet aussi un peu de formaliser ma pensée, ouais, d'avoir le ressenti aussi, un ressenti extérieur sur, voilà, sur ce que ça vaut le no-code, ce que vaut l'app. Donc, c'est cool. Ouais. Donc, très chouette, très chouette. Ouais. Et après, bon, de toute façon, le nerf de la guerre, hein, pour une app, c'est, je pense, surtout au début, hein, le marketing pour faire connaître l'app. Et ouais, ça, c'est encore un autre outil après. Hein. Je vais regarder le truc. Potentiellement, franchement, l'externality Umento, bon, il est là, quoi. Il a le mérite d'exister, mais Il marche pas sur mobile. Je vais te le dire, sais, il marche pas. c'est terrible. Il y a le menu qui s'affiche pas, c'est une horreur. Et peut-être pour du coup le faire un truc avec Adalo, ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas. Après, ouais, il faut voir les fonctionnalités, mais je pense que ça peut aussi. C'est pas fou au niveau des fonctionnalités. On a quelques liens du contenu et c'est surtout l'agenda en fait. Ouais. Donc, je vais regarder ça. Je vais voir si sur Adalo, parce qu'en fait, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est que donc là, il y a les composants, mais aussi, ils ont une marketplace où il y a des. Oh, génial! Il y a de plus en plus de composants qui sont ajoutés. Donc là, je crois qu'il y a un truc avec Calendar. Je vais voir s'il y en a d'autres, s'il n'y avait pas vraiment par. Donc, il y a différents trucs Calendar. Parce qu'en fait, il y a des développeurs aussi Adalo qui créent des composants et après les commercialisent sur la marketplace. Ça, c'est super génial, intéressant, par contre. Tu aurais dû commencer par là. Donc là, je ne sais pas si c'est du Google Agenda, mais en tout cas, tu as des calendars possibles. Ouais, faut voir s'il y a des fonctionnalités, tu sais, d'inscription, des choses comme ça. Yes. Mais top, ah ouais, une marketplace. Ah oui, ça c'est excellent. Bon, après, il n'y a pas 1000 composants, mais il y en a de plus en plus et c'est plutôt chouette. Alors, moi, j'en ai utilisé quelques-uns. Et après, pardon, attendez. En mode startup, Adalo, ils sont cotés en bourse ou quelque chose? Ouais, non, c'est plutôt une startup américaine, je crois, qui a fait une levée là, de genre 10 millions. Ok. Et un autre truc d'ailleurs que je vais vous montrer, c'est ça. Il y a après d'autres services un peu des agences qui ont créé des composants. Il suffit juste en fait avec ton compte Adalo de générer une clé API. Et après, tu as des composants que tu peux utiliser, notamment par exemple, tu vois, l'authentification biométrique, du stockage en local sur ton mobile. À chaque fois, ça ne marche pas. Ils ont levé 8 millions de dollars, ce qui n'est pas délirant, quoi. Enfin... Ouais. Non, c'est rien. Voilà, ça lag. Mais bon, il y a quelques composants qu'on peut utiliser en plus de Adalo. Voilà. Un petit truc que je pourrais vous demander, s'il vous plaît, si vous avez un iPhone ou un Android, bah voilà, si vous avez les deux, de noter l'app sur les stores, ça m'aiderait beaucoup. C'est déjà fait. J'ai mis une étoile. Merci. Je crois que j'avais mis, c'était dans Boost My Contents. Vous trouverez les liens juste là. Voilà, ça va être beaucoup pour le référencement, surtout sur Apple, parce que c'est vrai que 4e place est chouette, mais ça ne tient à pas grand-chose. Voilà, merci beaucoup. Et hop, ça a changé ici. Donc là, voilà, il y a des composants. En même temps, je veux vraiment la tester, en tout cas. Cool. Écoutez, nickel, je crois que ça vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si à l'occasion vous voulez faire un call sur le no-code, si vous avez voulu expérimenter Adalo ou d'autres solutions, ça peut être cool. Ouais, moi, je vais regarder ça pour Umento, en tout cas. Chouette. Génial, merci beaucoup. Gary. Juste, excuse-moi, Gary. Pour le Play Store, redis-moi, je ne suis pas sur iOS, mais Play Store, tu peux.
Attends, si tu veux, je remets les liens. Je vais mettre les liens directement dans la conversation. Ça va plus Ouais, simple. d'accord, Tac. super, merci. Discuter. Hop. Les voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment chouette. Je suis content qu'on ait enregistré, quoi. Bon, les Merci à amis, vous, top. c'était top. Eh ben, la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine d'ailleurs qu'on a le workshop respiration. Allô? Je crois qu'on a perdu Gary. Ah oui, on a perdu Gary. Bon, bah, ça. Oui, cours live de respiration. C'est le jeudi 30. Yes. Ok, bon ben voilà. Du coup, ça a coupé au bon moment pour Gary. Je vous souhaite un bon week-end Merci. et à la semaine Yes, prochaine. bon week-end, à bientôt. Salut à tous.